Bonjour Olga Rogers. Ça fait longtemps qu'on voulait se voir parce que on se connaît depuis un moment et vous êtes spécialiste des migrations et en particulier des migrations entre le Mexique et les États-Unis. Vous êtes spécialiste aussi des transformations religieuses à travers les problèmes de migration et des identités frontalières, c'est-à-dire autant de questions qui intéressent particulièrement les Européens actuellement. Et donc, vous avez une longue expérience et un travail scientifique en tant que sociologue de la frontera, de Colegio de Frontera Norte du Mexique et situé à Tijuana, en plus une terre absolument de passage. Alors, je pensais que c'était intéressant qu'on se voit aujourd'hui et que vous nous parliez, ou que tu nous parles, de ton travail un petit peu sur l'actualité. Comment tu vois un petit peu ce qui se passe en Europe actuellement? Est-ce que tu l'abordes du point de vue du Mexicain ou du point de vue humain? Comment ça se passe un petit peu? Bon, moi, je me spécialise surtout sur les migrations mexicaines vers les États-Unis. Donc, c'est forcément à partir de cette perspective que je peux lire un peu d'autres contextes. La migration mexicaine vers les États-Unis, c'est un petit peu particulier d'une part parce qu'elle date de plus d'un siècle. C'est vraiment une longue période. Et puis, il y a la continuité aussi, la contiguïté entre le Mexique et les États-Unis, le fait de partager une frontière. Donc, pendant tout ce temps, on avoue comment les politiques migratoires ont parfois fait même les effets contraires de ce qu'ils cherchaient à produire. Et donc, à partir de cette expérience, on peut parfois aussi lire d'autres contextes, essayer de comprendre comment les politiques migratoires peuvent ou pas transformer les flux, les migrations. Dans les cas du Mexique, on avoue que même s'il y a eu des périodes où la migration arrivait jusqu'à 1,5 million de personnes par an qui traversaient la frontière, maintenant, par contre, on parle d'un déclin de la migration. Il y a moins de personnes qui traversent. C'est pas ce que dit M. Trump. Hein, c'est pas ce que dit M. Trump. Il y en a toujours trop. Hein, c'est un argument pour se faire élire. Hein. Non, justement, il faut justement voir comment ces liens historiques qui produisent la migration fait donc une population d'origine mexicaine, mais une population états-unienne qui est bien établie dans plusieurs villes américaines. On ne peut vraiment pas comprendre ce qui se passe dans des villes comme Los Angeles, par exemple, sans prendre en considération son lien historique avec le Mexique, avec la migration, et de comprendre comment... Après tout, Los Angeles était mexicain, fut un temps que je... Oui, en effet, c'était... Juste le retour des choses. Oui, en effet, avant les déplacements de la frontière, lors de la guerre entre le Mexique et les États-Unis, en effet, ça appartenait au Mexique. Il faut dire aussi qu'à part cette population qui était sur place au moment du déplacement de la frontière, il y a aussi des migrations importantes. Et donc, aujourd'hui, comprendre la population de la région, ça exige de comprendre les effets divers que la migration a eu dans la région. Donc, il y a d'une part les migrants, mais d'autre part aussi les États-Unis d'origine mexicaine depuis très longue date, deuxième, troisième, quatrième génération. Il faut donc prendre en considération pour comprendre autant les processus culturels, sociaux, politiques de la région. Oui, ce qui complique en plus la situation, c'est que maintenant le Mexique non seulement est une terre d'émigration, mais d'immigration, parce qu'il y a les gens de l'Amérique centrale qui passent maintenant par le Mexique. Soit ils s'arrêtent là, soit ils continuent aussi passent par les États-Unis. Donc, En effet, maintenant, la migration, même si on a surtout lissé ou surtout parlé de la migration des Mexicains vers les États-Unis,
le Mexique est à la fois une terre d'immigration, d'immigration européenne, par exemple pendant la guerre civile espagnole, d'émigration, bien sûr, surtout vers les États-Unis, mais aussi une terre d'immigration de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, et un pays de transit migratoire pour les gens de l'Amérique centrale qui se dirigent vers les États-Unis. C'est d'ailleurs un enjeu très important puisque du fait de la violence qui s'est déployée notamment dans quelques régions du Mexique, il y a eu des aveux très, très graves, il y a eu des disparitions, des assassinats des migrants de l'Amérique centrale, et donc c'est une question sur laquelle il faudrait parler. Là aussi, l'expérience mexicaine a beaucoup à nous apprendre parce que, on le sait, ces migrations permettent à des mafias de prospérer, et c'est ce qui se passe en Europe aussi, entre les migrations africaines vers l'Europe. Il y a un certain nombre de mafias qui se créent là-dessus, et pas uniquement des mafias africaines, ce sont souvent des mafias tout à fait européennes, bon teint, et qui profitent de la situation de façon parfois presque officielle même, et je pense que là l'expérience mexicaine aurait beaucoup à nous apprendre aussi, je pense. Je crois que parfois les politiques migratoires ont des effets indésirés, des effets pas prévus. Donc, notamment les renforcements de la frontière, du contrôle frontalier entre le Mexique et les États-Unis a eu parmi des conséquences les déplacements des passeurs traditionnels qui étaient plutôt des gens issus des villages de migrants qui avaient souvent des liens de parenté avec les migrants eux-mêmes. Ils ont été déplacés par des mafias puisque les contrôles frontaliers a été renforcé, donc les coûts de passage a été élevés. C'est devenu beaucoup plus intéressant pour les mafias, et donc les mafias ont déplacé ces passeurs traditionnels, et donc forcément ça a impliqué une augmentation de la violence, du risque qui doivent courir les migrants eux-mêmes. Donc en effet, l'un des conséquences du renforcement de la frontière a été une augmentation de la violence, notamment celle subie par les migrants. Donc dans les cas des migrants de l'Amérique centrale, on voit comment c'est parfois difficile de distinguer les mafias liées avec le passage les passages de personnes, les passages de migrants le long du territoire, avec ceux qui seraient plutôt liés au trafic de drogue. Et puisque se passe dans les mêmes endroits, dans les mêmes circuits, il y a une violence accrue, une violence qui ne cesse d'augmenter et qui, bien sûr, a comme conséquence surtout un nombre croissant des migrants de l'Amérique centrale qui en sont victimes. Alors, on a parlé tout à l'heure, et on est tout à fait dedans là, on a parlé de ce que tu as travaillé sur les problèmes religieux qui apparaissent à ce moment-là, et finalement, ce qu'on sait très bien, c'est que l'immigration africaine vers l'Europe, c'est aussi, ça crée un certain nombre de problèmes religieux. Et là, on pouvait penser que au départ, c'était une même religion chrétienne, mais pour autant, les problèmes religieux apparaissent dans tous les sens, et des nouveaux problèmes, ou qui reprennent des problèmes anciens. Qu'est-ce qui se passe à la migration? Qu'est-ce que cette mobilité, qu'est-ce qu'elle crée comme nouveaux problèmes qui se déguisent en forme religieuse, en quelque forme, en sorte? Je ne sais pas si je le poserais vraiment en tant que problème, mais surtout c'est un élément important à prendre en considération quand on parle de migration, puisque les migrants, comme toutes autres personnes, ils voyagent avec leurs croyances, avec leurs pratiques, et leurs pratiques religieuses, les communautés religieuses peuvent à la fois être un élément qui leur permettra de mieux s'intégrer dans la société d'accueil, puisque
ça peut devenir une ressource pour s'adapter. Mais en même temps, ça peut aussi constituer un élément de différenciation culturelle. Et donc, ça dépend également du contexte d'arrivée pour comprendre si on va dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, la religion elle-même n'a pas forcément en soi une direction vers l'intégration ou plutôt vers le communautarisme, mais c'est plutôt les sociétés elles-mêmes en fonction du type d'accueil qui font aux migrants qui vont plutôt pousser vers un sens ou vers l'autre. Donc en principe, on pourrait penser que la migration serait aussi un apprentissage de la tolérance, de la diversité. Sans doute, dans beaucoup de cas, c'est en effet comme ça que ça se passe. Je cite par exemple les cas des Mexicains, originaires des régions plutôt, majoritairement catholiques, qui vont dans des contextes où la diversité religieuse est plus importante, donc qui doivent apprendre la diversité, qui doivent apprendre la coexistence avec l'autre, et qui, en principe, une fois de retour au Mexique, devraient participer à une culture de la tolérance, de l'ouverture vers l'autre. Donc on sait que souvent c'est en effet comme ça que ça se passe, puis parfois ça peut être aussi le contraire. Donc c'est pas la religion en soi qui va dire si les gens sont plus ou moins ouverts vers l'autre, c'est plutôt d'autres éléments politiques, culturels, sociaux qui vont être mis en jeu également pour que les choses se passent dans une direction ou dans l'autre. Oui, parce que un pays comme le Mexique était majoritairement, même si ce n'était pas officiel, puisque le pays était officiellement laïque, mais était majoritairement catholique. On sait très bien que la part qui revient maintenant aux protestants, que ce soit des sectes ou que ce soit des églises à peu près officielles, cette part grandit. Est-ce que c'est lié aussi au retour au pays? Est-ce que la migration a un effet aussi sur l'appartenance religieuse? Oui, c'est une question que se posait parce qu'on voyait que, en effet, depuis à peu près les années 60 du XXe siècle, il y a eu un décroisement lent mais constant du taux de catholicisme par rapport à ce que les recensements montraient. Et on se demandait quelles pourraient être les sources différentes de cette transformation. C'est clair que c'est un phénomène qui ne répond pas à une seule cause. Il y a une multiplicité de causes qui peuvent expliquer cette transformation. Mais donc justement, la migration pourrait avoir un rôle dans tout ça. Or, il faut comprendre que la migration va jouer pas seulement dans la transformation du religieux dans le sens de la conversion religieuse, mais même dans la transformation du catholicisme même, c'est-à-dire une autre façon d'être catholique, parfois à une façon plus personnelle, plus individuelle d'interprétation de la façon personnelle d'être catholique, mais parfois aussi vers la conversion vers d'autres dénominations religieuses. Il y a depuis longue date les églises protestantes, mais celles qui ont augmenté plus rapidement pendant les dernières décennies, c'est surtout les églises plutôt de type pentecôtiste et aussi des églises comme les Témoins de Jéhovah ou les Adventistes. Or, ce n'est pas que la migration qui explique ça. Il y a des régions comme le sud du Mexique, le sud-est, des régions comme les Chiapas ou la péninsule du Yucatan, où il y a une transformation importante du religieux, il y a une augmentation assez rapide d'autres dénominations religieuses différentes du catholicisme, et sans que la migration soit vraiment importante. Donc, par exemple, dans les cas du Chiapas, l'augmentation du protestantisme antécède la migration. D'abord, on avoue le développement du protestantisme et après, on avoue l'intensification de la migration. Il y a d'autres contextes
comme le centre-ouest du Mexique, des régions comme Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, où la migration est très importante. Et pourtant, il n'y a pas vraiment un changement religieux important. Donc, c'est seulement dans quelques régions comme les Morelos ou Oaxaca où on voit qu'en effet, les deux phénomènes se produisent en même temps. Il y a à la fois une pluralisation religieuse, une augmentation de la diversité et une intensification migratoire. Donc, ça se passe en même temps et le lien n'est pas forcément un lien direct, mais il y a des raisons pour penser qu'en effet, la migration apporte des ressources culturelles, économiques, des liens sociaux qui peuvent contribuer au développement d'autres dénominations religieuses. Oui, alors le règle, si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est qu'il y a quand même un caractère lié aussi au rapport à l'indigénisme, parce que celle qui reste plus catholique, c'est l'Occidente de Mexico, qui est la terre beaucoup plus de charros, traditionnellement beaucoup plus européenne, enfin plus largement, et beaucoup moins indigène que Oaxaca ou d'autres zones. Alors donc il y aurait aussi un rapport avec l'origine qu'on appelle ethnique, dans quelque sorte aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il y a, en effet, surtout dans les cas du Sud-Est, dans les cas de Chiapas, c'est clair que c'est notamment parmi la population d'origine indienne que ces nouvelles religions, nouvelles, c'est nouvelles pour le Mexique, qui se développent, mais ce n'est pas uniquement dans ces contextes. Il y a aussi, par exemple, dans les cas des villes, dans des régions plutôt marginales, des villes comme dans les villes de Mexico ou même dans d'autres régions, aussi un croisement important du protestantisme, surtout lié au pentecôtisme. Donc, ce n'est pas exclusivement un phénomène lié disons, au caractère ethnique des populations. Il y aurait même, dans quelques milieux plutôt, disons, plutôt aisés, que ces protestantismes se seraient aussi développés, mais dans des pourcentages beaucoup moins importants. Donc, c'est surtout dans les régions du Sud-Est et dans des régions urbaines, dans des quartiers populaires des régions urbaines, où ces nouvelles dénominations religieuses se développent. Bon, écoute, on a fait déjà un joli tour de la question. On aura encore plein de choses à se dire, mais on le fera plus tard peut-être. Mais d'un point de vue, par contre, en tant que sociologue et en tant que méthode aussi, parce que la méthode d'approche du fait migratoire, on pourrait en parler aussi un petit peu. C'est important. Est-ce que tu fais ça toute seule? Est-ce que tu fais ça avec... il faut des réseaux. Comment ça fonctionne? Avec des réseaux, même nord-américains, comment il faut travailler ensemble? On ne peut pas travailler tout seul sur ce problème-là. Oui, non, définitivement non. Bien, au Mexique, il y a à la fois les réseaux de chercheurs qui s'intéressent sur l'immigration, pas forcément sur l'action du religieux, mais sur l'immigration. Et donc, c'est un réseau assez développé depuis longtemps. Il y a une approche pluridisciplinaire. Il y a des démographes, des sociologues, des anthropologues qui travaillent sur la question, souvent en partenariat avec des collègues des États-Unis. D'autre part, il y a également un réseau assez important réunissant les spécialistes en religion, en études des transformations du religieux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les champs religieux latino-américains est très différent de celui des États-Unis. Donc, il faut vraiment trouver des nouvelles façons de penser le religieux, de produire des nouveaux cadres théoriques pour l'analyse. Et donc là, surtout, c'est un réseau en partenariat avec des collègues de l'Amérique du Sud, de l'Argentine, du Chili, du Brésil. Il y a des rencontres tous les ans, des publications collectives également, où on essaye de penser ensemble les religieux dans l'Amérique latine. Puis, à part ça, c'est sans doute important de faire des études comparées. Donc, on essaye de voir, par exemple, si la façon
par laquelle les migrants mexicains font appel aux religieux dans leur processus d'intégration aux États-Unis auraient des relations avec ce qui se passe, par exemple en France, avec les migrants qui arrivent, que ce soit qu'ils soient d'origine musulmane ou un autre, comment ils font appel à leurs croyances, à leurs pratiques, à leur communauté pour chercher l'intégration. Donc la comparaison est toujours importante et toujours intéressante, mais c'est surtout un travail à faire. Il y a encore beaucoup à faire sur cette... Et avec les historiens aussi, parce que je sache, une bonne partie de l'Amérique latine, et après tout, est une terre d'immigration pour les Européens, et dans lequel le fait religieux a dû avoir aussi une importance. On oublie bientôt, nous on pense à l'immigration musulmane, mais nous on était aussi, les Européens se sont installés de façon particulière en Amérique et avec lequel sans doute la religion a joué aussi un rôle. On le voit, l'importance de la religion en Argentine, comment ça a pu l'avoir aussi au Mexique et dans bien d'autres pays. Et finalement, est-ce que c'était, sans doute la religion était aussi un moyen de mieux vivre la situation migratoire, ou je ne sais, ou supporter, je ne sais pas. Oui, quand on parle de migration, je crois qu'il faut distinguer ce qui seraient les croyances religieuses elles-mêmes, qui pourraient en effet devenir un soutien important pour les croyants dans des situations difficiles. Il y a également les pratiques religieuses qui permettent de relier une communauté. Et puis il y a la communauté, justement, la communauté qui, dans des contextes spécifiques, peut devenir une communauté solidaire, une communauté qui permettrait, qui pourrait orienter les processus d'intégration. Et finalement, il y a les institutions religieuses. Et là, encore une fois, ça serait une autre dimension qu'il faudrait prendre en considération, mais qui aurait une logique particulière. Donc, en principe, si on parle, par exemple, des institutions religieuses, pour les cas de la migration de l'Amérique centrale et du Mexique vers les États-Unis, c'est intéressant de voir, par exemple, ce que l'Église catholique a fait à travers les Casas del Migrante. C'est parmi le peu d'espace où les migrants peuvent trouver un refuge dans leur voyage vers les États-Unis, et pareillement pour ceux qui sont expulsés des États-Unis, de trouver un refuge avant de décider, de se poser la question de qu'est-ce qu'ils vont faire après, qu'est-ce que ils comptent faire de leur vie après l'expulsion. Donc il y a au moins toutes ces 4 dimensions, croyances, pratiques, communauté, institutions religieuses, qu'on peut étudier à la fois séparément et aussi dans les rapports. D'accord. Eh bien, écoute, Olga, merci infiniment. Alors, on mettra aussi les ouvrages que tu as fait, que tu es en train de faire justement, entre autres, et un ouvrage entre autres qui va être publié et édité aussi aux États-Unis, je crois. On va mettre tout ça sur notre page. Et puis, écoute, je te remercie. Puis sans doute qu'on aura l'occasion de reparler une autre fois. Merci, au contraire, merci.